Le concept initial, c'était de le faire en format panel. Puis en le travaillant, on a déterminé que la meilleure façon de vous expliquer ce beau projet-là, c'était que Jocelyn présente son point de vue, comment il a vécu ce projet-là d'intelligence artificielle. Et ce qui me passionne le plus de la présentation que vous allez recevoir, c'est non seulement les résultats opérationnels qu'aujourd'hui la technologie apporte, mais également les bénéfices environnementaux que le projet aujourd'hui apporte chez ses clients. Donc, en guise d'introduction très rapide, avant de passer la parole à Jocelyn, j'ai eu la chance de rencontrer Jocelyn il y a un peu plus d'un an. Donc, je suis de l'entreprise Vuban. On est la plus grande firme de services en intelligence artificielle au Québec. On est un peu plus de 135. On travaille avec des producteurs de patates, on travaille avec des ports, on travaille avec des entreprises de tous les domaines. Et comme je disais, il y a à peu près un an, on a rencontré Jocelyn, Robco, entreprise centenaire, qui s'intéressait à comment l'intelligence artificielle pouvait améliorer la performance des garnitures en tresse. Et de cela a découlé une collaboration qui, à ce jour, continue d'introduire et de développer l'IA chez Robco. Donc, sans plus tarder, Jocelyn, je te laisserai la parole pour présenter ce beau projet. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Jocelyn Vachon, oui, de chez Robco. Une entreprise centenaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, environ 130 employés. C'est une PME basée à Montréal, avec une usine à Toronto et à Edmonton. On fabrique de la garniture de compression. En fait, on fabrique principalement des produits d'usure, des composites et tout ce qui est produit de joints d'étanchéité. La présentation aujourd'hui, c'est deux volets. On va parler des meilleures pratiques avec les garnitures en tresse, ce qu'on appelle communément dans l'industrie du packing. Et par après, c'est ça, là, on va parler comment que nous, une PME, on a décidé d'aller chercher une technologie plus moderne et de l'adapter à un produit qui est, comment dire, un produit traditionnel. Fait que je vais commencer avec une question bizarre. Levez la main ceux qui ont déjà assisté à la pièce de théâtre Brou. OK, c'est quand même pas mal de gens. Ceux qui ont assisté, vous savez, au début de la pièce, ils demandent est-ce que c'est votre première fois, deuxième fois, troisième fois. Puis là, plus, ben, vous allez finir par comprendre la pièce. Moi, je vais vous poser la même question. Qui est-ce que. Levez la main ceux qui ont. C'est la première fois que vous assistez à une présentation sur de la garniture en tresse. OK. Il y en a un qui n'a pas levé la main là-bas. Qu'est-ce que c'est de la garniture en tresse? Il y a différents noms qui sont donnés. Le vieux nom traditionnel, c'était de l'étoupe. On va appeler ça aussi garniture de compression. Dans l'industrie, on dit souvent packing. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un matériel qui est tressé. Ça a l'air d'une corde. On fabrique ça ici à Montréal. Et ce matériel-là est utilisé comme joint d'étanchéité, je vais expliquer un petit peu plus en détail tantôt, sur des équipements rotatifs ou des équipements qui ont un arbre ou une tige. Alors, où est-ce qu'on l'utilise? Bien, c'est principalement, comme j'ai dit, où est-ce qu'il y a des fluides. Un fluide, c'est un gaz ou un liquide qu'on retrouve, par exemple, sur des valves industrielles, des soupapes, des pompes, des agitateurs, des lessiveurs, des raffineurs, etc. Toutes sortes d'équipements qui ont une tige qui doit être étanchée parce qu'il y a un liquide qui tente de passer. Alors, comment ça fonctionne? Si on regarde sur un équipement rotatif, dans ce cas-ci, c'est l'exemple d'une pompe. On découpe des anneaux de cette garniture-là. Comme je dis, puisque c'est tressé, c'est très flexible. On découpe des anneaux, on les installe, on les compresse, ils se déforment, puis ça crée une certaine étanchéité. Vous voyez, il y a une autre indication, on met anneau lanterne. Puis là, ça, c'est la partie importante de la présentation peut-être. C'est que pour pouvoir utiliser de la garniture en tresse sur des équipements, il faut quand même refroidir et créer un certain film entre la garniture qui est stationnaire, qui ne bouge pas, et l'arbre qui tourne à très, très haute vitesse. Alors, pour ce faire, bien, on injecte de l'eau. Un peu comme un moteur, il y a de l'huile à l'intérieur d'un moteur pour les valves. Bien, dans le cas d'une pompe ou tout autre équipement rotatif, on injecte de l'eau. Et on injecte beaucoup d'eau. Alors, une grande usine qui a 200, 300, 400, 500 équipements rotatifs qui utilisent la garniture,
dans ces applications plus sévères, ben, on va parler de 1, 2, 3 gallons d'eau à la minute qui peuvent être injectés dans ces équipements-là. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de ce liquide-là se retrouve dans le procédé, entre autres. Il y en a une petite partie qui coule à l'extérieur. On en a parlé il y a quelques instants. Mais principalement, ça s'en va dans le procédé. Ça, c'est quelque chose d'important quand on va parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle puis l'Internet des objets tantôt. Des applications standards, je vais parler rapidement des meilleures pratiques qui sont utilisées avec les garnitures. Dans les valves guillotines, nous, on a fait des tests pour 3 fabricants de valves guillotines. Les valves guillotines, c'est un équipement qui est un marché très compétitif. Bon marché, souvent les fabricants vont utiliser des garnitures qui sont bon marché également. Nous, nos tests ont démontré que l'utilisation du Teflon, du PTFE, donnait les meilleurs résultats. On va en fabriquer, on va faire des ensembles. Par exemple, si dans les sables bitumineux, on va fournir des garnitures qui sont en cuivre, qui vont permettre d'essuyer la lame de la valve lorsqu'elle monte, redescend. Puis, on va mettre un cœur en polymère à l'intérieur du tressage pour donner de la résilience mécanique à l'équipement. Les valves, dans l'industrie pétrochimique, raffinerie, il est établi qu'à peu près 60 des fuites de gaz volatiles organiques, ou les composés volatiles organiques, c'est par les valves. Des applications en bas de 500 Fahrenheit, 260 Celsius, la garniture de PTFE fait un très, très bon travail. Par contre, toutes les applications à température plus élevée que 500 Fahrenheit, où le PTFE, le Teflon, commence à avoir un type de fluage, ben là, il y a d'autres matériaux qu'il faut utiliser. Principalement, la meilleure pratique aujourd'hui, c'est avec la garniture en graphite pur, qui est renforcée avec du fil d'Inconel, par exemple. Il y a 2 spécifications qu'on rencontre principalement, qui sont établies par le American Petroleum Institute, qui est réellement ici en Amérique du Nord, qui guide les spécifications. La première, c'est le API 589, parce qu'il faut pouvoir résister au feu, dans le cas des applications pétrochimiques, raffinerie. Puis l'autre, ben, c'est au niveau des composés. On veut éviter, évidemment, que les composés s'évaporent dans l'environnement. Ça fait que le API 589 et 622. De quoi ça a l'air? Bien, c'est un test qu'il faut passer. On expose une valve avec de la garniture, 1600 Fahrenheit pendant 30 minutes. Après, on la quench, on la refroidit comme si les pompiers intervenaient. Puis là, on manipule la valve, puis il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Le test d'étanchéité, lui, c'est avec un gaz de méthane à 600 PSI. Et sur 5 jours, on va faire 1500 cycles, c'est-à-dire 300 cycles par jour, 150 cycles à température ambiante. On grimpe la température à 500 Fahrenheit. On recommence le lendemain, on recommence le lendemain. Pour qu'il y ait une réaction thermique à l'intérieur, de la rétraction, etc. Puis, bien, on essaie d'obtenir, le but, c'est d'avoir une fuite moins de 100 ppm. Si on pense à l'époque des garnitures en amiante, les fuites dans l'atmosphère, c'était 1000, 2000, 3000, 5000 ppm. Alors que là, si on regarde le test Robco, dans notre cas, on a réussi à maintenir une moyenne sur 5 jours de 16 ppm. Ça fait que les choses vont s'améliorer. Finalement, sur des équipements rotatifs standards, là, comme je parlais tantôt, agitateur, mixeur, pompe, les garnitures qui donnent le meilleur résultat, les fibres de carbone, fibres de graphite, le GFO qui a été développé par la compagnie W. L. Gore, si vous connaissez les vêtements en Gore-Tex, c'est eux qui ont développé ça, en fait, avec Robco, il y a quelques années. Finalement, dernière chose là-dessus, sur les équipements rotatifs, on suggère l'utilisation d'anneaux prémoulés. La garniture, c'est vendu principalement en vrac, c'est-à-dire en rouleau.
et c'est découpé sur place, installé. Nous, on recommande beaucoup des anneaux qui sont déjà préformés, précoupés, etc. Ce qui sauve, premièrement, qui améliore l'étanchéité parce que le matériel est prédensifié. Moins d'usure sur l'équipement, c'est beaucoup plus facile d'installation. On parle de la pénurie de main-d'œuvre, bien souvent, les mains expérimentées sont plus là. On a des employés plus jeunes, pas familiers avec ce genre de matériel-là. Bien ça, ils reçoivent un ensemble, facile à installer. Donc, ça aide de ce côté-là également. Alors maintenant, la question. Quel outil, avec l'Internet industriel des objets, l'intelligence artificielle, désolé, pourrait venir supporter un produit traditionnel comme la garniture en tresse? Ce qu'on s'est rendu compte en regardant les coûts totaux de gestion avec la garniture en tresse, puis en passant, la garniture en tresse, ce n'est pas le seul produit qui est utilisé pour faire l'étanchéité. Il existe quelque chose d'autre qu'on fabrique. On appelle ça des joints mécaniques. Et c'est une pièce stationnaire, une pièce rotative avec, encore une fois, des alliages exotiques, des céramiques, carbure de tungstène. Peuvent être installés sur des équipements où les fluides sont relativement propres. Mais lorsque les conditions sont plus sévères, bien, on emploie encore de la garniture aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Bien, en fait, le vrai coût avec l'utilisation de la garniture, c'est le coût associé avec l'eau de refroidissement. Pourquoi? Bien, l'eau, ça coûte quelque chose. Il faut la recycler. Il faut aller la chercher. L'autre coût très important, c'est que l'eau qui est injectée dans les pompes ou les autres équipements rotatifs, bien, il faut aller l'enlever du procédé parce que une bonne partie de cette eau-là, à peu près 80 %, s'est retrouvée dans le procédé. Est-ce que vous utilisez un procédé thermique, thermomécanique, mécanique pour retirer cette eau-là? Mais il y a un coût important à ça. Ensuite, bien, comme on l'a dit tantôt, on a de l'eau qui splash, excusez le terme, sur les équipements. Bien, on le sait, un roulement qui reçoit 2-3 gouttes d'eau à l'intérieur va rapidement perdre de sa capacité. 25, 50, 75 % de la durée de vie qui va être réduite. C'est que ça, tous ces équipements-là, les bandes d'entraînement, etc., l'eau qui est présente bien, va réduire leur durée de vie. Et finalement, bien, si vous lisez les nouvelles, c'est sûr que vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation qui s'en vient. On veut charger plus pour l'eau qui est utilisée par les usines. Fait que toutes ces choses-là, on a dit, bien, OK, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis on a dit, bien, il faudrait réduire la quantité d'eau utilisée tout en conservant ou en améliorant la performance des garnitures. C'est là que nous, on a lancé un projet qu'on appelle le SONET, en anglais Fluid Sealing Optimization Network. Puis, c'est réellement un équipement qu'on installe sur les équipements rotatifs, qui prend de la télémesure. Puis, on veut pouvoir équilibrer, limiter au maximum l'utilisation de l'eau de refroidissement, tout en conservant une bonne performance de la garniture, puis pouvoir surveiller la performance de la garniture. Puis là-dessus, évidemment, pas juste faire du diagnostic, mais faire de la prédiction et peut-être même, éventuellement, de la prescription. Ce matin, là, je raconte un peu l'expérience d'une PME québécoise, 130 employés, qui décide de se lancer dans un domaine où est-ce qu'on n'est pas familier, on en entend beaucoup parler. On est curieux, on a certaines connaissances à l'interne, mais on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a une industrie traditionnelle qui ne grossit pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a installé un banc d'essai, on a commencé avec nos ingénieurs à l'interne, ingénieurs mécaniques, ingénieurs électriques, chimistes. Puis là, on s'est mis à faire des tests. OK, avec notre banc d'essai, installer des sondes. Éventuellement, on a reçu une subvention du ministère de l'Économie, un fonds qui s'appelle InvestAI. Et le fonds, la beauté du fonds, c'est qu'ils associent une entreprise qui a une idée, qui veut développer un projet avec des experts. Dans notre cas, on s'est associé avec Vauban. La preuve, une compagnie de Montréal et Québec sont capables de travailler ensemble.
Et eux ont fourni l'expertise du côté AI avec leurs scientifiques informatiques et en données. Le but, bon, c'est de développer un modèle qui peut être installé sur des équipements. Vous allez voir un petit peu plus tantôt. Mais c'était aussi de réduire le nombre de sondes qui sont nécessaires pour pouvoir faire de la prédiction. Parce qu'il faut que ce soit un modèle viable commercialement, il faut que les entreprises soient intéressées à l'installer. Alors, nous, on a commencé avec une quinzaine de sondes, puis là, bien, éventuellement, avec le modèle, on raffine le modèle, puis on peut éliminer des sondes qui sont redondantes ou pas nécessaires. Comment ça fonctionne? Je vais peut-être donner une petite idée. Alors, lorsqu'on installe la garniture, on la compresse. Nous, dans notre cas, ce qui vient s'ajouter, c'est un boîtier de détection. On va le serrer en place avec le reste de la garniture. Et lui va être connecté sur un autre boîtier sur lequel on peut connecter d'autres sondes si nécessaire. Alors, c'est ça. L'installation, la façon qu'on songe installer ça dans l'industrie, c'est-à-dire, il y a le boîtier. Par contre, pour faire l'apprentissage sur place, les équipements, aucun équipement est pareil. Alors, on prend premièrement le pedigree, si on peut dire, de l'équipement, c'est-à-dire à quelle vitesse qu'il tourne. Température d'opération. C'est quoi le média? Est-ce que c'est un acide? Est-ce que c'est de l'eau blanche, de l'eau chaude? Ça opère à 200 Celsius, etc. Et par après, on installe notre boîtier et pendant quelques jours, on installe d'autres sondes qui nous permettent d'entraîner puis tester pour cet équipement-là en particulier. Alors, l'idée, c'est de pouvoir fournir un tableau de bord parfois plus complet aux gestionnaires sur les équipements, mais aussi d'avoir un tableau de bord pour les utilisateurs, tout simplement à travers des messages qui disent, OK, si je prends l'exemple ici au tableau, le 20 octobre, la température est basse, on suggère de faire un ajustement, c'est-à-dire de diminuer la pression d'eau qui est injectée à l'intérieur de l'équipement par 2 PSI, de le réduire de 2 PSI, puis d'augmenter la compression de 2 quarts de tour. Là, le 25 octobre, c'est indiqué avertissement. La garniture est rendue appuyée. Il n'y a plus de jeu pour pouvoir continuer à compresser la garniture. C'est que là, éventuellement, il y aurait un message suivant qui dirait changer la garniture dans 48 heures, dans 72 heures. Puis, on l'a indiqué à droite, là, le cercle de 270 degrés, en fait, c'est un cercle coloré qui est simple pour l'utilisateur, vert, jaune, orange, rouge, qui lui donne un statut rapidement là, sur l'équipement, dans quelles conditions qu'il se trouve à ce moment-là. À gauche, ce qu'on voit, c'est le modèle prédictif. La réalité versus le modèle prédictif. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre développement? Parce que nous, ce n'est pas un produit commercial. On est dans la R&D en ce moment, on est dans le développement. Mais on a un modèle de prédiction qui est quand même relativement stable maintenant. Avec notre banc d'essai, on a fait toutes sortes de scénarios. Le modèle fonctionne. À court terme, à moyen terme, on est capable de faire des prédictions. On est capable de parler de l'état de l'équipement, faire des suggestions, soulever des alarmes. Mais on est rendu au point où il faut aller tester dans l'industrie. Puis là, c'est là, vous voyez, c'est souligné, c'est en bold. On cherche des entreprises qui sont prêtes à faire l'essai chez eux. Il n'y a aucun frais. Nous, c'est de la recherche à ce point-ci. Évidemment, il y a quelque chose pour nous, on veut développer un produit commercial. Dans le cas des entreprises qui sont intéressées, c'est sûr, c'est de voir, OK, est-ce que ce genre d'application-là est utile dans notre usine? Apprendre plus sur leurs équipements, simplifier la vie de leurs opérateurs. Alors, c'est pour ça qu'on cherche quelques partenaires pour faire des tests à ce niveau-là.
Alors, le message est lancé. Les entreprises qui sont intéressées à venir en discuter, juste en parler. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de contrat. Je n'ai rien dans les poches. Venez nous voir, puis on serait intéressé d'en parler.